Bonjour, petite vidéo pour essayer de comprendre l'équilibre isostatique de la lithosphère continentale sur la sténosphère. Pour comprendre tout ça, il faut déjà avoir compris la notion de lithosphère. Donc ici, sur ce schéma, j'ai résumé l'organisation de la lithosphère. Ici, la lithosphère continentale, et à droite, la lithosphère océanique. Bien comprendre que la lithosphère, c'est l'association entre une partie qu'on appelle la CC ici, la croûte continentale, et une partie qu'on appelle le manteau lithosphérique fait de péridotite froide cassante. Entre les deux, vous reconnaissez ici la discontinuité du mot qui sépare ces deux entités. Mais la lithosphère, faut bien l'anticiper comme un ensemble ici homogène, assez froid. Ici, la lithosphère continentale. Et ici, vous rappelez aussi la présence de l'isotherme 1300°C, une discontinuité thermique qui sépare ma lithosphère de mon manteau asténosphérique, fait lui aussi comme le manteau lithosphérique de péridotite, mais plus chaude, puisque dite ductile. Et à droite, vous avez la lithosphère océanique. Même combat. Ici, on retrouve la lithosphère avec une croûte océanique. Par contre, il y a déjà les différences d'épaisseur, on va en parler. Le MOO, le manteau lithosphérique, l'isotherme, la sténosphère, bref, c'est kiff-kiff. Donc pour comprendre l'idée d'équilibre isostatique, c'est comme cet iceberg-là. L'idée c'est qu'il flotte. Il flotte pour deux raisons. Il flotte parce qu'il y a la poussée d'Archimède qui est donc dirigée vers le haut, mais il y a aussi sa masse, son poids, qui exerce une pression dirigée vers le bas. Et il y a un équilibre entre les deux. Et l'idée, c'est que la lithosphère ici, qu'elle soit continentale d'ailleurs ou océanique, elle aussi justement est à l'équilibre. C'est-à-dire que cette masse ici de roche, ou cette masse de roche, exerce une pression sur une surface qu'on appellera la surface de compensation. Et le principe de l'isostasie, c'est d'admettre que toute la lithosphère, qu'elle soit ici océanique, continentale en fait, toute la lithosphère est à l'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre isostatique, puisque chaque colonne de roche ici, on voit bien, exerce exactement la même pression sur cette surface théorique qu'on appelle la surface de compensation. Et c'est cette surface de compensation qui est une idée forte de ce principe d'isostasie. Et on voit déjà que comme les océans, la croûte océanique a une densité plus importante de 2,9 par rapport à une densité ici de la CC de 2,7, c'est cette raison d'ailleurs qui explique l'épaisseur moindre de croûte océanique par rapport à la CC. Ici on a une croûte plus importante, mais avec une densité moindre, et ici on a une croûte moins épaisse, mais avec une densité plus forte. Mais en tout cas, ces deux colonnes, ici et ici, exercent la même pression, du coup, sur cette surface dite de compensation. Voilà l'idée générale de ce principe. Alors nous, on va essayer d'aller un peu plus loin, et on va essayer de comprendre justement cet équilibre, mais on va rajouter une particularité justement de la CC. Rappelez-vous que c'est l'objectif de ce chapitre et de la terminale, comprendre les caractéristiques de la croûte continentale. Et une particularité, c'est le fort relief des croûtes continentales, notamment ce qu'on appelle des chaînes de montagnes comme les Alpes. Donc on va essayer de comprendre comment ce relief positif s'intègre dans ce principe d'équilibre isostatique. Donc là, pour raisonner et pour arriver à comprendre ce principe, j'ai pris ici c'est un raisonnement purement théorique. J'ai considéré ici le cas le plus simple, où on est donc sur de la CC mais sans relief, absence totale de relief. Vous reconnaissez ici donc une première couche de roche qui correspond à la CC, de masse volumique, alors je parle de masse volumique, puisque je suis en grammes par centimètre cube, 2,7, ou de densité 2,7. Et dessous, vous avez le manteau lithosphérique de densité 3,3. Et vous reconnaissez donc ce que j'ai expliqué dans la première diapo, cette combinaison forme la lithosphère continentale. Et je l'ai découpé de manière évidemment abstraite en colonnes. Et la loi ou le principe d'isostasie nous dit que chaque colonne ici est à l'équilibre, c'est-à-dire exerce exactement la même pression sur cette surface, dite surface de compensation. Ça, c'est donc le principe de base. Imaginons maintenant, toujours de manière purement théorique, qu'on rajoute du relief positif. Ici, j'ai créé un relief supplémentaire, que j'ai créé comme une chaîne de montagne, au niveau de ma CC. Là, on est toujours dans un cas théorique, justement, où il n'y a pas d'équilibre. Pourquoi il n'y a pas d'équilibre dans ce modèle? On le comprend vite, parce que si j'augmente ici le volume de ma colonne, toute la colonne ici, la colonne centrale, celle qui a le plus de fort volume, a une masse qui va augmenter. Et si sa masse augmente, la pression exercée par cette masse n'est plus justement la même par rapport à celle-ci, elle augmente, et donc ma colonne n'est plus à l'équilibre, elle devrait plonger. Donc la présence de relief qui caractérise la CC nécessite de modifier ce modèle d'équilibre, puisqu'il n'est pas en fait à l'équilibre. Donc la manière de s'en sortir, c'est dans ce dernier schéma, où là on a donc toujours du relief positif ici, une chaîne de montagne, mais où on est à l'équilibre.
Alors comment on arrive à augmenter le volume, donc la masse de l'ACC, le relief, en maintenant l'ACC à l'équilibre? La solution, elle se trouve en profondeur, vous voyez ici, par rapport à tout à l'heure. J'ai ici ce qu'on va appeler, c'est une notion fondamentale, la racine crustale. Donc si je reprends ma colonne centrale qui a le plus fort volume, je m'aperçois que oui, j'ai augmenté le volume de ma colonne, mais en fait la masse va être constante. Alors pourquoi? Parce que en profondeur, ici j'ai rajouté de la matière sous forme de croûte continentale, au détriment du manteau lithosphérique. Donc évidemment que le volume de cette colonne a augmenté, mais la masse est constante, puisque toute cette partie-là, on peut comparer avec la colonne qui n'a pas de relief, normalement elle est constituée de manteau lithosphérique de densité 3,3. Donc elle a une certaine masse. Ici, j'ai la même masse, parce que toute cette partie qui correspond à la racine crustale est occupée maintenant par un matériau de faible densité de 2,7. Du coup, la colonne ici a moins de manteau lithosphérique de densité 3,3 et globalement, donc, elle a la même masse. Elle est toujours à l'équilibre puisqu'elle a la même masse, elle exerce la même pression sur cette unité de surface, la surface de compensation. Donc vous avez ici un équilibre. Donc ce qui est important à retenir, c'est que la fabrication d'un relief positif en surface, qu'on appelle une chaîne de montagne, puisqu'on va beaucoup étudier comment on arrive justement à créer ce relief positif, il faut l'admettre, on n'a pas le choix puisque c'est l'équilibre isostatique qui nous l'impose. Ce relief positif impose aussi ce qu'on appelle un relief profond, beaucoup plus important d'ailleurs, un facteur 10 à peu près, qu'on appelle la racine crustale. Cette racine crustale est fondamentale pour maintenir le principe de l'équilibre isostatique. On peut évidemment schématiser ce principe par ces dispositifs expérimentaux où on a ici mis des bouts de bois de différentes tailles et on voit que spontanément il y a un équilibre qui se crée, mais cet équilibre évidemment se traduit aussi par non pas une structure, une surface plate ici, mais une sorte de racine crustale qui est proportionnelle au relief positif. C'est un peu ce qui se passe au niveau de la lithosphère continentale. Voilà, donc si je résume, l'équilibre isostatique de la lithosphère qui repose donc sur le manteau lithosphérique impose, on n'a pas le choix, une racine crustale, c'est-à-dire un apport en profondeur de croûte continentale, cet enfoncement de la CC, de 2,7 de densité, au détriment du manteau plus dense, permet à la colonne de roche d'être toujours en équilibre sur le manteau, malgré le volume plus important. Donc les chaînes de montagne, forcément, ont une racine crustale en profondeur. Alors le premier à avoir imaginé cette manière, cet équilibre isostatique, c'est le modèle d'Airy qui date de 1855. C'est lui qui traduit le mieux l'équilibre isostatique, en tout cas pour la lithosphère continentale. J'explique donc voilà en fait les deux scientifiques de l'époque qui ont proposé la première fois un modèle de cet équilibre. Comment en fait la lithosphère arrive à être en équilibre sur le manteau asténosphérique. Alors le modèle d'Airy, c'est le modèle en fait qui correspond mieux à l'équilibre de la lithosphère continentale. Donc Airy avait proposé ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire qu'ici vous avez deux matériaux, ρ0 qui a une densité plus forte que ρ1, masse volumique pardon. La masse volumique ρ1 en fait correspond pour nous à notre manteau lithosphérique de tout à l'heure, et ici c'est en rouge, on peut considérer que c'est notre croûte continentale, et pour lui donc les colonnes de roche à la surface du globe sont à l'équilibre sur, toujours pareil, cette surface de compensation, mais on voit bien que si j'augmente le relief, ici, il n'y a pas le choix, pour compenser ce relief, il y a un apport aussi en profondeur. Donc ici on retrouve le principe de la racine crustale, qui permet à chaque colonne ici, à volume différent, d'exercer à chaque fois la même pression, la même masse, donc la même pression sur la surface de compensation. Donc ça c'est le principe qui est valable pour notre lithosphère continentale. Alors il y avait un autre modèle dit de Pratt, qui proposait une autre solution pour expliquer l'équilibre de notre lithosphère continentale océanique. Donc l'idée c'est qu'il y a une surface de compensation qu'on voit ici, et les différentes colonnes de roches qu'on peut trouver à la surface s'expliquent par des variations de densité. Et ρ4 par exemple est une densité plus faible que ρ1, ce qui explique ici son relief. Donc le relief positif serait expliqué par des différences de densité. Alors ce modèle de Pratt, il ne s'applique pas à la lithosphère continentale, puisqu'on l'a démontré depuis, la lithosphère continentale a une densité constante de 2,7, et cette densité n'évolue pas. Par contre, on reprendra ça plus tard, mais le modèle de Pratt explique assez bien plutôt l'évolution dynamique de la lithosphère océanique. Parce que, on va le voir cette année, la lithosphère océanique a une propriété, c'est qu'elle est capable, en vieillissant, de modifier sa densité. Et plus une lithosphère océanique vieillit, plus
elle a une densité qui augmente. Ce qui explique qu'à un moment d'ailleurs, elle va avoir une densité supérieure à la densité du manteau asténosphérique sur lequel elle repose, et elle va s'enfoncer par subduction. Par contre, la lithosphère continentale n'a pas cette capacité en vieillissant de faire varier sa densité. Du coup, la lithosphère continentale, à l'équilibre, maintient toujours la même densité, ce qui explique que la lithosphère continentale a du mal à passer en subduction. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et du coup, ça explique aussi les âges qu'on a datés de cette lithosphère continentale avec, vous vous rappelez, par la méthode du rubidium-strontium, on est arrivé à des âges de plusieurs milliards d'années, ce qui n'est pas le cas de la lithosphère océanique qui, elle, ne peut pas dépasser 200 millions d'années. Alors je reviens un peu en arrière, avant même le modèle de Airy et Pratt, il y avait un physicien français, là, Pierre Bouguer, qui avait déjà un peu mis en évidence ce problème lié à l'équilibre isostatique, sans tout comprendre évidemment. Lui, donc, physicien, il était parti en expédition au Pérou pour mesurer en fait la force de gravitation ou le champ de pesanteur. La force de pesanteur. Je rappelle juste que le champ de pesanteur ou la pesanteur, pour faire simple, dépend ici de la constante de gravitation, mais aussi de la masse de l'objet. Et donc, avec cette idée, il est parti, donc, comme j'expliquais, au Pérou, et il partait du principe que pour mesurer cette pesanteur ou ce champ de pesanteur, il a utilisé un fil à plomb, et son idée c'est que si je suis aux côtés d'un excès de masse que représente justement une chaîne de montagne, il avait prévu que son fil de plomb devait être attiré évidemment de façon plus importante par cet excès de masse que représente la chaîne de montagne, parce que le champ de pesanteur, la pesanteur devait être plus forte. Donc ça c'est la déviation attendue par ce scientifique dans son expédition. Alors le problème c'est que quand il a réalisé ces mesures sur le terrain, il s'est aperçu que son fil à plomb n'était pas du tout dévié comme il l'avait supposé par cet excès de masse que représente une chaîne de montagne. Ce qu'on appelle depuis l'anomalie de Bouguer. Et c'est une anomalie par rapport justement aux valeurs théoriques ou attendues. On s'attendait à trouver une force de pesanteur ici plus forte qu'en plaine, puisqu'il y a un excès de masse, que cette force est proportionnelle à la masse, mais ce qui n'a pas été le cas. Du coup, se pose la question de comment c'est possible, pourquoi cette masse en fait n'attire pas le fil à plomb. C'est comme si, il l'a dit, c'est comme si la chaîne de montagne est creuse. En fait, nous, la solution, je vais passer, la solution c'est toujours pareil, c'est la racine crustale. Puisque c'est vrai qu'il y a un excès de masse en surface dès qu'on a une chaîne de montagne, mais on l'a dit, pour que cet excès de masse maintienne l'équilibre isostatique, on va augmenter la quantité de matériaux de faible densité à 2,7 de cc en profondeur. Donc la racine crustale en profondeur va compenser l'excès de masse en surface, puisqu'elle va prendre cette racine crustale, je rappelle, la place du manteau lithosphérique de forte densité. Donc vous allez avoir plus de matériaux, évidemment, mais de faible densité. Donc globalement, le volume augmente, mais la masse de ma colonne est stable, elle est toujours à l'équilibre. Donc on voit bien que l'équilibre isostatique est un fait, mais que cet équilibre isostatique, au niveau des chaînes de montagne, de la CC, en fait, impose une racine crustale. Donc ça, c'est un élément essentiel de la composition des chaînes de montagne. Pour finir rapidement, l'idée aussi, c'est que comme la lithosphère est à l'équilibre, si je perturbe cet équilibre, notamment ici, j'ai rajouté de la glace sur la CC, donc je vais augmenter la masse, du coup, je vais avoir un rééquilibrage qui va s'opérer. On voit ici que je vais avoir un enfoncement de ma CC, et la colonne donc se retrouve un équilibre différent. Par contre, si j'enlève la glace, cette colonne n'est plus à l'équilibre, donc elle va devoir se réajuster. Et ici, on voit qu'elle va se réajuster en remontant vers la surface. Donc l'équilibre isostatique impose aussi ce qu'on appelle, et on le verra dans le dernier chapitre de géologie, elle induit aussi ce qu'on appelle un réajustement isostatique, qui est imposé par la lithosphère continentale. Voilà.